9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. La grande messe de vendredi, c'est avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Fabrice Pétiesi, le patron du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative, et Tchaniao Aremiaou, le patron du journal Nouvelle Opinion. C'est avec eux que nous analyserons et commenterons l'actualité socio-politique de notre pays, notamment celle évoquée ces derniers jours par la presse togolaise, la question où le sondage d'Afro-Baromètre, l'affaire Pascal Bodjouna et d'autres sujets tels que traités par les journaux. On reviendra là-dessus. Bienvenue. Taxi FM 93.1. Retour en studio, mais avant de retrouver les confrères, juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce vendredi. Outre le quotidien Forum de la semaine, vous avez le quotidien Togo Matin. Vous avez aussi le quotidien Liberté, le billet hebdomadaire L'Union pour la Patrie. Vous avez le billet hebdomadaire L'Alternative, le billet hebdomadaire L'Éveil de la Nation, le bimensuel Le Mérite Sportif, le bimensuel L'Audience. Il y a l'hebdomadaire La Voix du Peuple, l'hebdomadaire Le Canard Indépendant, qui est aussi dans les kiosques ce matin. Il y a l'hebdomadaire Le Tonnerre. Vous avez le bimensuel Libération. Voilà les journaux là qui sont dans les kiosques ce vendredi. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et avec les confrères en studio ce matin, bonjour à Abi Alpha Isotou. Et bonjour confrère, bonjour à ta rédaction et à tous les confrères autour de la table. Bonjour à toute la communauté qui nous écoute. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Fabrice. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Ferdinand, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères ici, bonjour aux auditeurs. Alors, nous allons commencer avec, je ne sais pas s'il faut l'appeler bonne nouvelle, parce que entre une signature et l'exécution des termes d'un accord, on s'est rendu au Togo qu'il y a un grand écart. Hier, le gouvernement togolais a trouvé un terrain d'entente avec les enseignants. Un accord a été signé. Fabrice, est-ce qu'on peut pousser un ouf de soulagement, comme le confrère L'Éveil de la Nation le fait? Oui, c'est vrai que j'étais en mouvement ces derniers jours. Je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'avoir une idée précise du contenu de l'accord et quelle est la réaction des syndicats, puisque c'est ça qui permet d'évaluer effectivement. Oui, ils sont contents, ils ont signé l'accord. Oui, bon. Maintenant, l'accord est signé. Et comme je l'ai toujours dit, j'espère que ce n'est pas un accord pour juste sauver l'année et que l'année prochaine, on revienne encore avec les mêmes situations du genre, bon, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Et si c'est vraiment un accord historique, entre griffes, là, on se frotte tous les mains que c'est fini avec le secteur de la santé. Maintenant, peut-être qu'on pourra faire face le secteur de l'éducation et que maintenant on pourra faire face au secteur de la santé. Mais comme je le dis, ça reste un accord et pourvu que il y a beaucoup de bonne foi qui entourent cet accord-là et que s'il y a des engagements qui sont pris, les réaliser et dans l'incapacité de le réaliser, ça peut aussi arriver. Il faudra peut-être communiquer rapidement avec les centrales syndicales et puis pour ne pas que ces derniers également se sentent floués ou roulés dans la farine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez voir que dans le secteur de l'enseignement, les syndicats, ça pousse comme des champignons, hein, c'est-à-dire si à un moment donné on se rend compte que vous êtes allé conclure un accord bidon, il ne faut pas que le gouvernement se leur rende passant qu'il a réglé des problèmes. Vous allez voir tout de suite un autre groupe lancer un autre syndicat qui va prendre également, parce que depuis des années on constate que... On se rappelle de la création de la monnaie dont la STT a été créée. Oui, la STT, la CZ, et vous avez vu, entre-temps c'était l'UZ qui faisait la pluie le beau temps. Entre-temps, ils ont été mis de côté, le CZ est né, aujourd'hui
ils sont parvenus à un accord. Bon, comme je le dis, pourvu que ce soit sincère et que ça apporte une solution définitive au problème de l'éducation. Ferdinand, quel est votre commentaire par rapport à la signature de cet accord? Espérons que chacun respectera ses engagements, et comme on vient de le dire, et que la coalition ou le syndicat qui a signé cet accord est sûr d'avoir eu la confiance de toute sa base, et que demain il n'y aura pas des défections pour créer d'autres. Justement, c'est ça aussi l'autre problème. Oui, on espère que tout ça est réglé, c'est-à-dire que le syndicat qui allait signer l'accord a eu toute la confiance de sa base, et que demain il n'y aura pas de défections, des gens qui vont dire on n'est pas concerné, c'est des gens qui sont allés signer un truc entre eux, et que bon, au niveau du gouvernement, qu'on se décide à régler le problème de l'enseignement, de l'éducation de façon pérenne, pour que l'année prochaine on ne recommence plus avec les cycles de grève et des élèves dans la rue et de tout ce qu'on connaît. Donc espérons que bon, c'est un document de bonne foi, et que chacun respectera ses engagements, parce que l'accord est signé, mais il faut qu'on le mette en application, et ça implique des incidences financières. Oui. Ouais, donc on verra bien si le gouvernement a les moyens de régler le problème dans le temps qui a été imparti pour l'exécution de cet accord-là. Bon, espérons que l'année sera sauvée, et que bon, les enfants vont pouvoir composer tranquillement. Est-ce que justement on n'est pas beaucoup plus dans la logique de sauver une année que de régler véritablement le problème aujourd'hui? Si on peut trouver l'accord là aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas eu il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois? Par rapport à ta question, il faut dire que le temps, on peut arrêter de le perdre, mais on ne peut pas le rattraper. Quand il est perdu, il est perdu. Il y a presque 6 mois par rapport à l'année académique qui sont déjà écoulés. Une bonne partie de ces temps-là, les enfants sont restés à la maison. Donc ce temps-là est irrécupérable. Il n'y a aucune alchimie pour, n'est-ce pas, récupérer ce moment fou-là qui est perdu. Donc en cela, il faut dire que ça participe plus à la logique de sauver l'année que d'autres choses. Moi je pense que c'est vrai, c'est un accord, mais on souhaite que ce ne soit pas un accord de trop, parce que les accords, le Togo c'est un pays très riche en accords, hein. Quand on va sur le terrain politique, on en a une 25aine, au moins 25 accords sont signés, mais nous sommes actuellement un pays où la crise politique est la plus pointue dans la sous-région. Donc un accord syndical, nous souhaitons que ce soit vraiment un accord une fois pour de bon. Ça ne sera pas un accord qui va accoucher d'autres mouvements de contestation comme on l'a vu, parce que ceux qui même la fondent actuellement, qui sont allés signer, leur naissance est due à un accord mal négocié. Et puis ceux qui restaient autour de la table pour signer l'autre accord qui a accouché de ce mouvement, il y a un moment donné, ils sont devenus une coquille vide qui ne pouvait pas faire le contrepoids, et nous avons vu de quoi ça a accouché. Donc nous souhaitons que ce ne soit pas un accord de trop, un accord pour, n'est-ce pas, faire de la figuration politique. Tchanyaro, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes aussi tout heureux, je veux dire content que le gouvernement ait finalement parvenu à conclure un accord avec les syndicats de l'éducation. Mais vous savez, ma position depuis toujours, lorsque j'avais l'occasion de parler de ce problème de l'éducation, j'ai toujours souhaité que les gens fassent l'effort nécessaire pour s'entendre, pour que nous puissions nous réjouir. Il y a un confrère qui a titré, vous l'avez dit quand je venais, je suivais, que les parents d'élèves pourraient désormais se frotter la main. Oui, ils pourraient se frotter la main. Et quand quelqu'un disait tout à l'heure que l'accord est venu beaucoup plus pour sauver une année, oui, il faut sauver l'année, parce que quand il y a une situation qui engage toute une nation et qui veut pourrir, et que les gens font l'effort de le sauver, il faut les saluer. Donc ici, il faut saluer le gouvernement, il faut saluer le syndicat surtout, qui a pu arracher la signature de cette convention et faire en sorte que ce ne soit pas... Alors, est-ce qu'on n'aura pas finalement perdu du temps pour rien du tout? Non. Ce qui est intervenu hier, on pouvait le faire hier. L'adage dit mieux vaut tard que jamais. Je crois si que le faire au début, c'est pourquoi j'ai dit... Pourquoi attendre jusqu'à dimanche pour le faire? Peut-être que le temps
auquel on l'a fait, c'était le bon moment qu'on a choisi pour le faire. C'est vrai, c'est pour sauver l'année, mais les gens s'y mettront, puisque vous avez vu la teneur des propos du Premier ministre qui a demandé aux uns aux autres de se tabler sur ce qui est essentiel pour que l'école puisse quand même survivre. Donc, moi, je voudrais dire que généralement, lors des signatures de conventions de cette nature, il y a toujours des gens qui mettent au devant leur ego. Vous savez, il y avait des syndicats qui avaient travaillé et les fonctionnaires togolais ont eu quelques plus. Mais généralement, quand d'autres le font, il y a des gens qui veulent s'affirmer, qui veulent qu'on entende parler d'eux, qu'on dise que ce sont eux. Et finalement, c'est eux qui sortent pour créer d'autres situations et créer d'autres revendications. L'homme étant ce qu'il est, puisque nous tous, chacun veut le bien-être. Lorsqu'il va y avoir un autre syndicat qui va surgir de nulle part pour dire non, les négociations n'ont pas été ce que nous voulons, voilà, nous aurons souhaité que ce soit ceci, que ce soit cela, les fonctionnaires vont s'aligner absolument. Et je crois qu'il faut que les gens prennent de la hauteur, qu'ils comprennent que ce n'est pas forcément eux, mais c'est le Togo, puisque ceux qui font le boulot au niveau de l'enseignement, ceux qui sont au niveau du gouvernement, qu'ils comprennent que ce ne sont pas eux, mais c'est beaucoup plus la nation togolaise, ce sont nos enfants. Et si les gens le font parce qu'ils disent qu'ils aiment le Togo, ça veut dire qu'ils doivent travailler à ce que le Togo d'aujourd'hui, le Togo de demain puisse être un Togo émergent. Et pour que cela soit, il faut que nous ayons des cadres bien formés. Voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des enseignants. Ils sont en train de trouver une solution à leurs problèmes. C'est vrai que c'est juste un accord qui vient d'être conclu. On attend l'exécution de cet accord. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui sont de la revendication. Il y a la synergie des travailleurs du Togo pour les travailleurs de la fonction publique en général. Il y a les professionnels de la santé, Fabrice. Est-ce qu'il ne faut pas en même temps trouver une solution à leurs problèmes? Oui, bon, c'est vrai que dans le domaine de la santé, ce ne sont pas les mêmes problèmes exactement, parce que les enseignants... C'est beaucoup plus compliqué? C'est beaucoup plus lourd, en ce sens que au niveau des enseignants, c'est des questions de primes qui peuvent être... C'est l'argent, bon, tout de suite. Alors au niveau de la santé, c'est beaucoup plus le matériel. Donc c'est de l'argent aussi? Oui, c'est de l'argent aussi, et qui nécessite vraiment une planification sérieuse, puisque même dans la revendication, on parle des structures sanitaires de dernière génération, je ne sais pas comment ils formulent ça. Matériel? Non, en fait, les hôpitaux de référence. Donc c'est un programme très lourd. Peut-être qu'il faut également élaborer un certain projet pour convaincre les syndicalistes avec un chronogramme bien défini. Il y a certaines choses qu'on peut faire ici et maintenant. Il y a certaines qu'on peut essayer de programmer au cours de l'année pour dans 5 ans, je ne sais quoi. Donc à ce niveau, je crois que maintenant aussi il faut faire face à cela. Ce qui peut être fait maintenant, le faire, et puis ça pourra donner peut-être l'occasion aux syndicats de faire beaucoup plus confiance par rapport aux autres grands projets qui attendent, notamment la construction des hôpitaux de référence et tout ça là et autres. Et donc c'est un autre domaine aujourd'hui. La santé, l'éducation, on espère que c'est réglé. Donc maintenant il faut faire face à la santé, et surtout ne pas oublier les autres secteurs où il ne faut pas donner l'impression aux gens aussi que seuls les grévistes peuvent avoir gain de cause. Il y en a qui ne grèvent pas, mais ça ne veut pas dire forcément. Oui, justement, est-ce que c'est pas le signal là qu'on est en train d'envoyer à tout ce beau monde? Oui, parce que quand vous prenez pratiquement tous les secteurs, il y a des choses à faire. Hein. C'est vrai que la santé, l'éducation, lorsqu'ils brandissent... Parce que, excusez-moi, mais ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, ceux qui sont au niveau du ministère de la fonction publique, qui manifestent depuis un bon bout de temps, mais personne ne les regarde. Mais les enseignants, il a suffi qu'ils mettent en exécution leur mouvement, ils ont leur méthode, que rapidement on a penché peut-être à leur sujet. Oui, c'est ce que je dis. La santé et l'éducation, ils ont un moyen de pression qui pèse plus lourd que les autres secteurs, mis à part l'armée où on ne grève pas, heureusement. Oui, parce que oui, parce que quand vous prenez les enseignants, quand ils sont en grève, les élèves, toi et moi, nous sommes touchés directement. Et la santé également, tout le monde est pratiquement touché quand le secteur de la santé est en grève. Mais quand vous prenez par exemple, on va vous dire, bon, les agents du secteur du tourisme sont en grève. Bon,
c'est important le tourisme, mais tout de suite, le citoyen ne sent pas ça comme cela directement. Ouais, un peu, mais c'est des secteurs quand même qui contribuent à régler des problèmes dans d'autres secteurs, puisque le tourisme, par exemple, ça rapporte de l'argent. Oui. Il y a d'autres, c'est le football ou le secteur du sport, de la culture, ça peut rapporter de l'argent qui peut être utilisé à régler un problème dans la santé, dans l'éducation et autres. Et donc, moi, je crois que c'est un peu cela. Deux secteurs ont beaucoup agité ces dernières années. Il faudra faire de telle sorte que même si la santé est prioritaire et qu'on règle les problèmes de la santé, il faut anticiper. C'est toujours ce que moi j'ai dit. Il faudra un jour que le gouvernement prouve que nous pouvons faire des choses sans avoir des grèves en amont. Le jour où ils seront capables de le faire, lorsqu'il y aura grève et qu'ils vont dire aux syndicats, voilà, nous sommes confrontés à telle ou telle difficulté, je crois qu'on va comprendre. Mais aussi longtemps qu'on donnera des solutions qu'à l'issue des grèves, tout le monde pensera qu'il faut bousculer avant d'avoir quelque chose, quoi. D'accord, très bien. Écoutez, on reviendra sur ce sujet beaucoup plus avec d'autres confrères la semaine prochaine. Je voulais qu'on aborde d'autres sujets. Vous savez, cette semaine a été marquée par des nominations en Conseil des ministres, entre autres la nomination, sinon le colonel on va dire Yark Damram, le ministre de la Sécurité, qui est promu général de brigade. Le confrère Ouara, le vainqueur de notre journaux, en a parlé cette semaine. Félix Abalo Katanga, désormais général de division, il était général de brigade, aujourd'hui général de division. Ferdinand Haïté, est-ce que cela pose un problème dans le contexte actuel du Togo? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas quel problème cela pose. C'est des militaires qui sont dans leur carrière, qui ont pris des grades. Maintenant, ça peut laisser libre cours à toutes les interprétations lorsqu'on sait les postes que ces militaires occupent. D'abord, j'aimerais partir du colonel Yark. Vous savez, on a eu un débat ici s'il était un civil ou un militaire. Vous vous souvenez, oui, on a eu un débat ici sur quel statut il était, parce qu'il était dans un congrès d'un parti habillé comme un militant du parti, et on s'est tiraillé ici. Et les gens ont dit non, qu'il est civil. Alors quand on est civil, on ne grade plus un civil. Non. Vous voyez bien qu'il est toujours militaire. Donc ça confirme qu'il est toujours militaire et qu'il n'a pas quitté les rangs en réalité. Donc ça c'est la première remarque. Mais généralement, je pense que je ne pense pas que ce soit des promotions. Je pense que c'est des promotions empoisonnées. Excusez-moi de parler ainsi, mais on est en train de la garer. Oui, je pense que on leur donne des grades pour une retraite tranquille. On veut les pousser dehors, mais on ne veut pas les pousser dehors dans la frustration. Vous voyez, quand vous prenez le ministre de la Sécurité et le chef d'état-major, ils font partie d'un clan, parce qu'il faut comprendre comment l'armée togolaise fonctionne. Ça fonctionne toujours en clan, et parfois les clans s'opposent, ou on les oppose pour pouvoir mieux maîtriser le système. Et celui qui tient le pays a besoin de les opposer pour pouvoir bien contrôler le pays. Et donc, vous voyez qu'ils sont dans un clan, et qu'on a aujourd'hui fini d'utiliser, on veut les pousser dehors pour faire monter un autre clan. Et donc, moi, c'est l'interprétation que moi je fais de ce qui est en train de se passer. Et ces grades annoncent peut-être d'autres décisions derrière, ou d'autres personnes qui vont monter en puissance, qui sont soit dans l'ombre de ces gens que vous voyez. D'abord, le général Katanga, il fait quoi déjà 4 ou 5 ans à l'état-major. Dans le système RPT UNIR, c'est trop, parce que généralement c'est 3-4 ans pour que la personne n'ait pas vraiment une emprise sur l'armée. On lui a mis un adjoint qui est à l'armée de terre, qui est le colonel Sogoyou. On sait que les deux ne s'entendent pas du tout. S'entendent pas du tout, et même le jour où on a nommé l'autre à l'armée de terre, qui a eu la passation du drapeau, le général a boudé la réception, et donc ce dernier, certainement qu'il attend son heure pour monter en grade de chef d'état-major. On sait les problèmes qu'il y a entre Yarke et Massina de la gendarmerie. Les deux ne s'entendent jamais, et c'est quand même incroyable que dans un système de sécurité, le ministre et le directeur général de la gendarmerie ne s'entendent pas. Et on sait comment les relations sont très conflictuelles entre eux. Oui, c'est fait. Oui, il faut lire les livres comme Machiavel, comme L'art de la guerre, pour comprendre que pour gérer un pays,
il faut savoir opposer ses collaborateurs pour pouvoir les mélanger, pour qu'ils ne s'entendent pas un jour contre vous. Pour vous déposer, c'est ça. Et donc aujourd'hui, Yark est ministre depuis 4 ou 5 ans, je pense. Actuellement, il est un peu fatigué. Il a eu beaucoup de pression, beaucoup de pression et tout, et donc il y a eu un malaise il y a quelques jours, il y a des supputations. Bon, on le flanque général. Bon, peut-être que demain on lui dira bon, il faut que tu te reposes, tu as bien servi la nation. Bon, on va nommer quelqu'un d'autre, et donc on va faire monter un autre clan. Et on a eu le même scénario au temps de Titi Pina. Quand Titi Pina était là, on a mis des agents à lui qui lui ont créé des problèmes, ils s'affrontaient tout le temps jusqu'à ce que, quand Titi Pina a fini, on l'a sorti. Aujourd'hui, plus personne ne parle de lui. Il s'est retranché dans la maison du Hadj à l'aéroport là-bas où il fait ses prières. Et donc, on a fait monter un autre clan. Et maintenant qu'on a utilisé ce clan, on va les dégager, on va faire monter un autre clan. Et c'est comme ça que ça fonctionne, qu'ils se font manipuler. Et c'est lorsqu'ils ne sont plus aux affaires qu'ils se rendent compte que bon, on les a manipulés. Ces nominations de ces derniers jours, qu'est-ce que cela suscite en vous? Quels commentaires vous en faites? Bon, puisque l'armée, ce n'est pas notre monde, c'est vrai que nous sommes au Togo et donc s'il y a des promotions dans l'armée et on en parle, dans d'autres secteurs il y a eu des promotions, on n'en parle pas, ça ne dit rien aux Togolais, mais ici comme il s'agit de notre sécurité, moi je crois que si l'armée fait des promotions à certains officiers supérieurs, c'est peut-être par mérite, parce que chez eux, on ne se lève pas un beau matin pour garder les gens. Non. Vous avez, si vous allez dans un camp, quelqu'un vous dira je suis lieutenant mais je suis sur le tableau. Ils ont des expressions comme ça qu'ils emploient. Ça veut dire que c'est graduellement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça grade. Il faut avoir fait un temps et certaines preuves pour avoir de ces grades-là. Bon, en temps de guerre, il y a des gens, pour service rendu aux nations, ils reviennent, on leur donne des décorations, on les grade, mais dans l'armée, je crois que c'est un processus. Il y a des gens qui sont des officiers qui vous disent aujourd'hui que bon, logiquement, bon, c'est prochain par rapport, je suis en train de faire tel nombre d'années, et j'ai fait avec tel, et nous sommes au tableau. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Et donc les autres aussi, officiers, qui attendent, pourraient aussi avoir les grades prochainement. Bon, maintenant, par rapport aux divisions, tout ce qu'il y a comme division dans l'armée, peut-être que nous sommes hors de l'armée, on ne sait pas de trop. Mais si d'autres sont informés qu'il y a des divisions, les gens ne s'entendent pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis la machine marche, tout va bien. Parce que le pays a ça. Oui, je sais. On en s'entend forcément. Même nous qui sommes ici, quelqu'un peut rester dehors et dire qu'on ne s'entend pas. Mais nous n'avons jamais dit à quelqu'un qu'on ne s'entend pas. Donc, tout ça, j'ai dit que c'est les faits humains. Mais, quand ce cas ne tient aux nominations, moi je crois que c'est des gens qui ont mérité, qu'on a gradé, il y en aura toujours. Parce qu'avant eux, il y a eu des gens qui ont mérité, on leur a donné les grades. Après, ils vont en avoir toujours. Mais par rapport au fait que mon confrère Ferdinand disait que c'est peut-être pour les remercier, les pousser, je crois que nous tous... Curieusement, on a fait le même langage lorsque le général Titi Pina a été nommé à l'état-major général des forces armées togolaises, qu'on est en train de le pousser au garage. On a tenu le même discours lorsque l'actuel patron de l'état-major est aussi arrivé à ce niveau. Parce qu'avant là, il était au FIA. Oui, mais ce que je veux qu'on sache, est-ce que vous n'avez pas constaté que les gens qu'on a mis toujours à l'état-major, généralement, certains partent à la retraite avec leur retraite. Titi Pina est parti parce qu'il est retraité. Et nous avons fait même des débats où je disais aux confrères qui voulaient s'en prendre à lui de ne pas le faire parce que quelqu'un a pris sa retraite, il est parti, vous venez vous l'attaquer. Peut-être que nous ne savons pas, par exemple, quand est-ce que Yark part en retraite. Je ne sais pas, par exemple, quand est-ce que le général Kadana part en retraite. Je ne sais pas. Donc, quand le temps de retraite vient, les gens partent. C'est comme le cas colonel Ouro. Le colonel Ouro était au service des FAT. Il est parti à la retraite, il s'en est allé, il est parti. Donc quand les gens vont partir, que cela ne sert pas. Chez lui, Ouro, dont vous parlez, il semble que c'est une retraite anticipée. Non. Approchez l'homme, vous allez apprendre qu'il est parti à la retraite. Donc moi, c'est les gens qui récupèrent des situations, peut-être quand ça arrange. Bon, moi, je crois que demain, si Kadana part en retraite comme un autre, les gens viendront dire, parce qu'ils ne savent pas la réalité de l'armée, on ne le connaît pas. Donc vous allez voir des gens qui vont dire, voilà, nous avions dit ça, on avait prédit ça, on l'a fait partir, alors que peut-être qu'il s'agit d'une retraite. Oui, d'accord, très bien. Alors le confrère Flambeau, hier, dans sa livraison, parlait naturellement de celui qu'il convient désormais d'appeler le général Yark Davran.
général, au travail, mon général. Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, on va s'y habituer. Bien sûr. Il y a comme ça, le général, il y a bien sûr. Abi Alpha. Ouais, merci beaucoup. Bon, c'est ton ami? Non, c'est mon parent. C'est mon parent, c'est pas mon ami. Il a un papa qui est aussi mon papa. Nous tous pas mon on se retrouve. Donc ça, ce n'est pas. Bon, moi je pense que puisqu'on parle d'amitié, donc moi je pense que moi je pense ici que chose Tchaniao a parlé de graduation et que c'est automatique. Ce n'est pas automatique. Je crois que si quelqu'un est gradé, ça ne peut être que par mérite. Oui. Donc c'est en cela que par rapport à ces derniers moments, par rapport à l'actualité qu'a traversé l'armée, moi je me dis s'il faut rire ou pleurer par rapport à parce que d'abord dans l'armée il faut savoir que ceux qui sont vraiment fin des grades militaires te diront que la fin des grades militaires c'est colonel. Et que pour aller à général, c'est plus une dimension de confiance. C'est par rapport à la confiance qu'on fait de toi un général ou bien. Sinon, si tu restes colonel, tu parles à la tête, tu n'as pas à te plaindre. Tu aurais vraiment traversé tout ce que le militaire, en tant que militaire, comptait faire pour partir à la retraite. Donc, c'est d'abord des promotions de confiance. Quand on va aussi au niveau du maréchal, ce sont des promotions de prestige. Donc, je pense ici que 2 personnes sont nommées. À quel moment 3 personnes, oui. 2 généraux de brigade et un général de division. Mais il faut voir les moments que traverse l'armée. Nous sommes ici à un moment où au moins 500 Togolais sont hors des frontières, au nord du Ghana, parce que l'armée à un moment donné n'a pas joué son rôle. Nous sommes ici à un moment où... Comment ça? Mais vers Mango, les Togolais qui sont à Tchaïkoni là-bas, c'est des Togolais de Mango qui actuellement auraient aimé être dans leur maison, s'occuper à c'est-à-dire leur tâche quotidienne. Dormir tranquille, se réveiller actuellement, ils dorment là-bas dans des salles de classe. Ils n'ont pas choisi, ils sont obligés d'être là-bas par rapport à une situation donnée. Vous êtes ici au moment où, Sokodé Bafilo, les gens sont allés dormir dans la brousse pendant au moins 2 semaines. Avant de revenir, ça s'est passé une fois, les gens sont allés faire 4-5 jours, ils sont revenus, un jour ça a pété, ils sont allés dormir. Donc quand une armée dirige la sécurité d'un pays qui a un mode de les citoyens, pour lesquels ils sont payés, grâce à dire qui sont fiers de les voir dans leur tenue, et qui malgré ça sont obligés d'aller dormir dans la brousse par moment et revenir. La dernière fois à Djarpana, le jour de la dernière, les gens ont dormi dans la brousse. Il a fallu que le chef là-bas prenne son courage avec qu'il tempête pour que l'armée se retire et que les gens reviennent le lendemain dormir chez eux. Donc dans ces conditions, nombre des généraux bien des maréchaux, moi ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que c'est d'abord, si vous regardez tout récemment en France, il y a eu un officier de la gendarmerie qui a fait preuve de courage en prenant la mort de l'otage. Il a trépassé, c'est vrai, mais s'il vous plaît, non, je ne dis pas ça. Il a trépassé, s'il était là, cet acte aurait valu une gradation. Il n'est pas là, mais on l'a gradé par coutumance. Donc, je crois que c'est par mérite qu'on nomme. Et si on regarde, on balaie l'actualité militaire, les relations actuellement qu'il y a entre l'armée et son pays et son environnement, et qu'on grade là-dedans, moi, ça me fait rigoler. Hein. D'accord, ça c'est votre avis sur le sujet. Fabrice Petit. Non, moi je crois que c'est les deux à la fois, hein. C'est-à-dire que oui, il y a une carrière militaire qu'il faut suivre et le grade de général aussi peut être une promotion, une consécration. C'est vrai que tous les colonels ne finissent pas général. Donc, et vous allez voir que dans la situation particulière, et vous allez constater que ces derniers temps, il y a eu quand même beaucoup, les gens ont évolué en grade au sein de l'armée togolaise, des capitaines qui sont partis à commandant, des commandants qui sont montés, il y a des colonels qui sont allés rattraper d'autres colonels qui étaient déjà là. Donc naturellement, quand ceci monte, par exemple, aujourd'hui, on a 2 ou 3 généraux qui se sont ajoutés au général Kadanga. Oui, parce que jusqu'à avant leur nomination, il restait qu'un seul général. Non, ils sont 3. Il y a un général au Mali
qui a été nommé, mais qui n'avait pas été publié, je crois. Il est général au Mali. Voilà. Donc, d'accord. Renseignez-vous. Donc, il y a donc ça fait 4 généraux de brigade qui sont montés, et naturellement celui qui était général de brigade ne restera pas à sa place. Bon, il est parti à général de division. Oui. Alors vous avez vu par exemple dans le cas de Titikina, lui il s'est arrêté à général de brigade pour aller à la retraite. Alors, mais quand vous regardez général de division, généralement, je crois que le Améi l'a eu. Améi l'a eu, à part Améi, je crois que ça doit être là. Bonfo aussi l'a eu. Et je crois que ça s'arrête à général d'armée. Et à des seul. Ça fait 5 étoiles. Et puis général 5 étoiles, bien évidemment. Et donc, effectivement, bon, quand vous prenez, mais je pense pas que ces galons-là sont liés au fait que, bon, les gens sont partis en brousse comme... le départ des gens en exil, c'est lié à des faits politiques. Il faut qu'on se le dise. Si aujourd'hui... parce que les militaires n'avaient pas joué... comment les forces de défense et de sécurité sont sous ordre. Si toi, Eric, aujourd'hui, tu viens au pouvoir, tu vas les utiliser. Si aujourd'hui tu as un problème sur un terrain et la justice te donne raison et il y a quelqu'un qui est là-bas qui te dit non, tu ne vas pas occuper, on te donne les militaires, on te donne la gendarmerie, puisque c'est ça leur rôle. Ils sont là pour que les exécutions qui viennent de l'État soient... Sinon, si elles n'existaient pas, ça serait un peu, je sais pas, un pays où c'est le plus fort qui triomphe. C'est-à-dire, tu viens, tu me déliges, je dis je ne pars pas. Et donc, tous ceux qui viendront au pouvoir utiliseront l'armée, peut-être pas de la même manière, mais l'armée, c'est pour cela, lorsqu'un président prête serment, je crois qu'ils viennent, l'armée est sous ordre, et donc généralement c'est celui qui donne, c'est quelqu'un quelque part qui décide de ce que l'armée doit faire. On ne se lève pas dans un camp comme cela pour commencer par faire ci ou ça, il doit avoir une situation, et la situation, c'est les hommes politiques qui l'ont créée. Les militaires eux-mêmes auraient préféré faire leur sport matinal et venir au camp pour quelques casse-croûtes là et puis repartir à la maison. Mais si vous, les civils militaires, vous créez des situations du genre, on est obligé de sortir est-ce que cette semaine la gendarmerie est sortie? Non. La semaine prochaine elle sortira parce que peut-être il y aura une manifestation interdite. Et les interdictions, vous n'allez pas le faire c'est-à-dire sur papier seulement ou à voix orale. Il faut que ce soit mis dans la pratique et c'est un peu cela. Et vous allez voir aussi que l'armée fait partie des corps très disciplinés. Et à part l'armée, il y a aussi d'autres corps également, le corps des enseignants supérieurs, du supérieur. C'est-à-dire, quel que soit votre talent, vous avez votre doctorat, tout de suite, on ne vous bombarde pas, professeur. Il y a un parcours à suivre, il y a des années et tout cela à faire d'abord avant d'en arriver là, contrairement à d'autres structures où vous pouvez démarrer 2 ans après, on peut vous nommer DG ou je ne sais quoi. Il y a des secteurs où il y a une certaine expérience à accumuler, il y a des années à faire avant d'avoir tel ou tel grade. D'accord, très bien. Écoutez, le débat est passionnant, mais celui qui est au Mali s'appelle Kenyon. Il s'appelle Kenyon. Oui, général. Oui. D'accord, très bien. Oui, mais maintenant, si tu permets, j'ai voulu réagir un peu par rapport à un truc que Ferdinand avait dit. Par rapport à Yalka? Non, par rapport aux militaires qui doivent démissionner avant d'occuper des fonctions. Oui, bien sûr. Je crois que c'est un sujet sur lequel peut-être avec les prochaines réformes, il faudra revenir. Parce que comme on le dit, ceux qui ont rédigé la Constitution de 92, dans le lot, vous avez vu que généralement c'est des juristes, et puis au-delà du fait qu'ils sont juristes, vous allez vous rendre compte que c'est des professeurs d'université. Et par exemple, aujourd'hui, vous allez voir que pour être député, on vous demande de démissionner de tout ce que vous faites comme occupation avant d'être député, sauf les professeurs d'université. Ça veut dire quelque chose. Quand vous avez la possibilité de rédiger, sinon quand vous prenez dans d'autres pays, le général Kandapa qui vient ici pour la sécurité, c'est un général, mais ça ne l'empêche pas d'être ministre. Parce que la Constitution au niveau du Ghana le permet. Et donc c'est pour cela... ça ne le permet pas. Oui, ici ça ne le permet pas. Et c'est pour cela, moi je crois que par rapport aux prochaines réformes, il faut revoir. Je crois que le professeur d'université... Il faut réfléchir sur le sujet. Il faut réfléchir sur le sujet. Je crois qu'il y a certains professeurs, effectivement, par exemple, les gens des impôts, les douaniers, on peut comprendre et tout cela et autres. Mais bon, pour certaines professions... Pourquoi seulement les professeurs d'université? Et moi, je crois que c'est parce qu'ils étaient les plus nombreux, ils se sont fait ce privilège-là. Eux, ils enseignent toujours, ils gardent toujours leur salaire de professeur du supérieur, et au même moment, ils
il continue toujours au niveau. Et vous allez voir aussi, c'est un peu similaire aux avocats également. Et ce sont ces gens-là qui font les lois. Alors, et naturellement, pour l'instant, la loi existe et on ne peut que la respecter. Moi, je pense que... La Constitution togolaise refuse. Moi, je pense que dans des pays vraiment démocratiques, si nous entendons que nous avons fait cette option politique, les militaires n'ont pas vocation à exercer des pouvoirs politiques, que ce soit le pouvoir politique de haut niveau ou le pouvoir politique décentralisé. Donc s'il y a les tests, il faut les respecter. Je pense même qu'au Mali, récemment, il n'y a pas longtemps, un général a démissionné de l'armée pour pouvoir être candidat aux prochaines élections. Bien sûr. Voilà. Donc il faut respecter les tests. Pourquoi on le dit? C'est pour éviter les conflits d'intérêts. Parce que si l'armée doit être sous l'autorité de l'homme politique qui donne des ordres, et il ne faudrait pas qu'à un moment donné, il y ait ce genre de confusion. Vous voyez. Donc, le cas ici est flagrant. Vous avez vu, il y a des gens qui sont préfets, ils étaient préfets depuis capitaine, ils sont devenus colonels. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais quitté l'armée. Je donne l'exemple du préfet de l'Est Mono, ou du Mono Tourou, et le colonel Diato. Il était préfet depuis capitaine. Il est devenu colonel. Il y avait celui qui était à Guérin-Kouka, il était préfet depuis capitaine. Manganawe, il est devenu colonel. Et donc, il faut éviter ce genre de pression. Si des gens sont dans l'armée et ils veulent exercer des pouvoirs politiques, il faut qu'ils se détachent de leurs responsabilités. Vous savez aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un problème terrible entre les médecins militaires et les médecins ordinaires. Parce que les médecins militaires n'ont pas de statut en réalité. Et donc, ils sont amenés à occuper des responsabilités dans les CHU, dans les centres, et ça crée des conflits entre eux et les médecins civils. Vous voyez, parce qu'en réalité, ils sont formés pour l'armée, on peut les détacher. Ils peuvent être des gens associés pour enseigner à l'université, pour intervenir sur des cas, parce qu'ils sont formés par l'État, ils sont formés avec l'argent de l'État. Oui, Ferdinand a prononcé un mot important. Oui. Je crois que le détachement est différent de la démission, par exemple. C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que un colonel qui veut être directeur général d'une société, on peut le détacher. C'est pour cela, la dernière fois, lorsqu'ils sont allés présenter la cérémonie avec les officiers, vous avez vu que Yark était en civil. Ça voudrait dire que c'est comme le colonel Agadazi, il est en civil. Ça voudrait dire qu'il est détaché pour une fonction. Et aujourd'hui, si on convoque l'état-major, les officiers de l'état-major ce qui se passe, c'est que il y a des frustrations dans l'armée. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui à des postes de responsabilité, que ce soit les finances, les DG de grandes sociétés, on prend certains militaires pour les assumer. Et ces militaires profitent pour se faire des sous. Et ceux qui sont dans les camps, qui gèrent les troupes, ils sont là, ils n'ont rien. Donc ça crée des frustrations parce que ça pousse beaucoup de gens dans l'armée à avoir de l'emprise sur les postes civils. C'est-à-dire que moi aussi je fais tout pour, comme un homme à un poste civil, quand vous faites aujourd'hui le tableau de tous les militaires qui occupent les postes civils, vous allez vous retrouver avec au moins 40 ou 50 militaires qui sont dans des postes de responsabilité, jusque dans les mairies. Vous savez que, je ne sais pas, les services techniques de mairie à Lomé sont occupés par les militaires. Et donc, colonel. Donc ça crée vraiment. Oui, je crois qu'il s'appelle colonel à la base, je crois. Il y a l'EPAM aussi. Oui, maintenant une dame policier qui a l'EPAM. Et ça crée des frustrations dans les marchés. Donc je pense qu'il faut prendre des statuts, il faut réglementer tout ça. Si les gens veulent l'argent, il faut qu'ils quittent l'armée pour aller chercher l'argent dans le plan civil. Si les gens veulent faire l'armée c'est une carrière où on ne poursuit pas l'argent. Bon, ça c'est ce qui est dit. Normalement c'est ça. Parce qu'il y a des gens toujours l'habitude de dire un militaire qui a l'argent ne va pas à la guerre. Ça c'est clair. Oui, si. Ouais, parce que c'est le meilleur qui va manger son argent. Il reste à l'autorité. Comment ça? Bon, Tchanao et Abi Alpha. Non, bon, moi je crois que nous avons débattu pendant longtemps sur cette question des militaires qui occupent des postes dans l'administration publique. Et je continue toujours par dire que nous ne connaissons pas vraiment ce qui régit fondamentalement l'armée. Et donc, on peut peut-être... Non, comment vous connaissez ça? Attends que je dise quelque chose. Vous pouvez peut-être autoriser... Entre-temps, il y avait eu des journées portes ouvertes. Oui. Au niveau de l'état-major. Je crois que l'état-major aujourd'hui peut encore initier ça pour expliquer certaines choses à nos populations. Parce que je dis toujours qu'il y a beaucoup... C'est vrai que c'est la grande muette. Hein? Oui, il y a beaucoup... Non, c'est sur cette question... Elle va parler, c'est-à-dire pour expliquer aux Togolais
la situation dans laquelle se trouve un militaire, un officier qui est appelé à d'autres fonctions, par exemple de ministre, de DG, l'armée peut parler. Pendant qu'on avait fait les journées portes ouvertes, peut-être que nous-mêmes, journalistes, n'avions pas eu le flair de nous diriger sur ce terrain pour poser des questions. Et donc, je crois que vous, qui animez ou faites les émissions, vous pouvez, si possible, avoir le temps dans les jours à venir, appeler certains de l'armée pour qu'ils viennent expliquer aux gens comment cela se passe. Parce que je sais même, je crois avoir entendu que c'est comme ils font une mise en disponibilité où ils sont détachés et que, par exemple, un lieutenant qui devient ministre, il y a les généraux qui vont le voir, qui vont lui faire allégeance. Ça veut dire que oui, parce que le poste prime sur le grade. Donc il y a tous ces paramètres que nous devons chercher à comprendre. Et ça aussi, c'est notre boulot. Donc, vous pouvez un jour initier un débat autour de la question pour que les militaires expliquent comment cela fonctionne. Parce que on risque de créer davantage de la confusion. Il n'y a pas de confusion. Ils ont un directeur de la communication. Il y a des gens qui sont là, qui font le boulot comme je peux vous assurer que c'est toujours compliqué de le faire parler. J'ai dit, à une occasion, on peut leur demander. Oui, bien sûr, mais je vous assure que c'est toujours compliqué de le faire parler. Eric, si je dois ajouter quelque chose avant que tu ne passes à autre chose, je dirais parce que je vois que tu as envie de faire cette page. Alors que je n'ai pas dit mon dernier mot. Tu sais, Eric et Fabrice et Ferdinand parlaient dessus de détachement, des choses. Je crois que la constitution a été claire et que si on la respecte, on ne va pas polémiquer autour des terminologies. Tu sais, les comportements des autorités, des premières autorités dans ce pays font qu'on n'a plus confiance aux accords. Tout de suite, on a ouvert le débat par l'accord qui est signé avec les enseignants et nous avons des raisons de douter. Ici, c'est une constitution, on l'appelle plus académiquement une loi fondamentale que les gens ont du mal à respecter. Comment moi je peux avoir confiance en leur signature sur un simple accord? Donc vous voyez, quand on parle de violations ronflantes de cette disposition qui sont pourtant constitutionnelles, il faut juste faire un feedback à feu général Tidjani, qui ne s'est jamais débarrassé de sa tenue militaire dans tout ce qui a occupé comme poste civil. Donc le pays est comme ça, nous on va toujours dire ce qui est de notre devoir. Non, c'est le général n'est pas une référence, une bonne référence. Non, j'ai dit il dit que c'est pas comme il voulait faire coup d'état, il est devenu le maître de sauf qu'au moment où on l'utilisait, c'était une grande référence. Non, je vais te donner un exemple. Quand tu prends le général Sizing, voilà, Tidjani, c'est des gens, quand il était ministre, il leur arrivait de mettre leur tri. Mais je te défie de me donner une image de Yarkou étant ministre. Par exemple, il a mis un jour un tri pour aller peut-être... Non, quand on fait des textes, surtout les dispositions dans un texte fondamental, ce n'est pas à la tête des clients, des individus. Tout le monde respecte, quelles que soient tes humeurs, quels que soient tes états d'âme, c'est ça, tu respectes ou tu ne respectes pas. Donc c'est des actes de question. Merci. Un dernier mot, après Fabrice peut finir. Moi, je suis un peu triste quand je vois comment finissent nos militaires, surtout ceux qui finissent au grade les plus élevés. Vous savez, par exemple, parce que ces gens ont été formés, certains ont fait de grandes écoles militaires comme Saint-Cyr, je ne sais pas où, aux États-Unis, un peu partout. Vous voyez, par exemple, dans les pays occidentaux, des gens, quand ils finissent leur carrière, ils créent leur cabinet, ils sont des consultants sur les médias, ils interviennent sur des grands dossiers qui concernent la sécurité dans le monde, ils donnent leur avis, ils vont dans des consultations. Vous allez vous pointer à l'état-major là-bas. Quand on appelle, on convoque une réunion des militaires, surtout des militaires qui sont à la retraite, vous allez voir les colonels qui arrivent là-bas avec des motos, sur des motos taxis, ils n'ont rien. Donc, oui, c'est ça, c'est comme ça qu'on a déjà fini sur leur carrière, mais très jeune. Mais colonel sous taxi moto, mais attendez, le colonel à la retraite, il y en a qui vont réunir là-bas, dans des taxis ou dans des taxis motos. Parce qu'à un moment donné, ils finissent mal leur carrière. Donc, nos
militaires, on doit les former de manière à ce que, parce que le monde change, pour que s'ils finissent leur carrière de militaire, ils puissent se reconvertir dans d'autres spécialités qu'ils ont eu à apprendre à l'école. Aujourd'hui, il y a le gardiennage maintenant, ils créent des gardiennages. Bon, ça c'est terre à terre, mais ils peuvent faire d'autres choses. Là, je crois que est-ce que c'est au niveau de l'État? Peut-être qu'il faut leur faciliter des situations, mais je crois que tout dépend de l'intelligence des uns et des autres. Oui, il faut aussi préparer sa retraite. Si vous avez fait des études en droit, peut-être que vous étiez inscrit au barreau à un moment donné. Vous pouvez vous reconvertir en avocat. Spécial de la sécurité aussi. Vous êtes médecin. Comme l'ancien ministre. Oui. Le général Berena aujourd'hui, je ne pense pas qu'il se plaint par rapport à l'initiative à la tête de laquelle il est. Donc moi je crois que c'est vrai qu'il faut leur faciliter des situations, mais comme dans toutes les professions, il y a aussi des gens qui gèrent mal leur carrière et qui ont une retraite un peu difficile. Mais là pour finir, je voudrais, avec l'appui des auditeurs qui s'y connaissent dans le domaine, qui nous suivent, je sais que pour être président de la République, si tu es militaire, il faut démissionner. Mais maintenant, les professions de DG, de CICI, je ne sais pas si c'est des détachements ou c'est des démissions. C'est ça que j'ai dit. Peut-être qu'on aura l'occasion d'être renseigné là-dessus. On reviendra beaucoup plus sur ce sujet. Il reste 8 minutes avant la prochainement. C'est un débat comme ça, prochainement, on va aller au camp. On peut délocaliser. On va délocaliser. Oui, une bonne chose. Je ne vous cache pas que ce sont le programme de l'émission de la radio. Taxi. Que j'ai fait une bonne suggestion. Non, c'est pas une suggestion. Comme le taxi dans le tuyau. Oui, bien sûr. C'est l'émission au camp. Bien sûr. On assume. Brest sera bientôt en mouvement dans la vie. Et peut-être qu'on va l'amener une prochaine fois à l'état-major. On ne sait jamais. Il y a juste un mot, Abi, avant la pause, puisque vous avez sorti un sujet, une interrogation dans votre journal hier. Vous parlez de l'axe Togo-Burkina terrorisme. C'est curieux comme axe quand même, parce que Togo, Burkina puis terrorisme. Vous parlez de l'implication dans un putsch raté Fort Gnassingbé, un danger sous-régional. Ça veut dire quoi? On s'est interrogé parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, le confrère Ferdinand a publié ici un extrait de position de Djendjere. Djendjere, vous savez, c'est désormais à quoi ça vaut quand on dit Djendjere devant un Burkinabé. Donc il est là-bas devant une justice. Par après, il y a un journal qui a sorti, un confrère burkinabé, c'est principalement le reporter. Dans sa parution 235, je crois, dont j'ai eu copie, il a fait plus de détails sur cette histoire, la participation du Togo et de la Côte d'Ivoire. Il a allé au-delà de la simple de position pour donner, c'est un journal de la localité quand même, pour donner des détails sur les types d'armes qui ont traversé la frontière togolaise vers le Burkina. Mieux, ce que sa parution nous a permis de savoir que les putschistes, ceux qui ont tenté de renverser, de mettre fin à la transition, ont appelé en renfort les djihadistes du Mali et du Niger. Donc ils ont eu besoin de l'appui en nom du Mali et du Niger, les réseaux djihadistes, parce que quand Djendjere était chef d'état-major au temps de Kamparo, c'est lui qui était la lettre de liaison entre les négociations de libération de tâches et son pouvoir. Donc ces autorités. Donc le journal s'est intéressé à ce volet-là. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'actuellement par rapport à ce sujet, il y a Iboni qui est convoqué pour répondre, et à un moment donné il a dû passer à côté de ce coup raté. Il est prêt à répondre, sauf qu'il demande à ce qu'on lui permette de faire sa déposition au niveau de la CEDEAO, et la CEDEAO va transmettre à la justice béninoise, parce que nos sources nous disent que en fait il faisait partie de ceux qui ont été sollicités par les putschistes et qu'il a décliné. Donc il veut aller, n'est-ce pas, s'expliquer, c'est-à-dire donner sa part de vérité. Donc moi, le fait que le fait que les putschistes aient eu besoin de l'appui terroriste nous a amené à une réflexion. Vous n'êtes pas sans savoir, il y a quelques jours seulement, que l'affaire du terrorisme, du djihadisme a tellement rabattu nos tympans ici. L'autorité qui voyait le terrorisme dans tout ce qui bouge par rapport à ses adversaires politiques. Aujourd'hui, on nous dit que la même autorité est sollicitée pour combattre sur le même terrain, combattre un même ennemi
à côté des djihadistes, c'est-à-dire aller s'associer avec les djihadistes pour combattre un même ennemi. Bon, ça nous a amené à nous interroger. Je crois que, comme à notre habitude, c'est un dossier de 2 pages. Vous aurez le temps de lire. En tout cas, moi, je pense que si aujourd'hui tu sais, quand tu m'invites aujourd'hui à t'aider à travailler, tu prends soin de me dire que bon, vous serez ensemble, il faut que je sache avec qui je veux travailler, quoi. Comme disaient les Anglais, best of the safe ida flat together, ça veut dire que les oreilles, même plumage, s'envolent ensemble. Donc, est-ce que le fait qu'on voit les coups de boîte des militaires togolais à côté d'un putsch où il y avait aussi les djihadistes, est-ce que ça veut dire que quelque part il y a des accointances suspectes? Ça fait interroger vraiment. Il faut que vraiment on en... L'interrogation à lire donc dans le journal Le Rendez-vous. Si les auditeurs ont encore un peu de chance, il peut trouver quelques exemplaires dans les kiosques chez les vendeurs de journaux. Oui, vous voulez réagir? Oui, non, ma réaction c'est que je voulais dire que nous sommes des journalistes et les propos que nous tenons, que ce soit à la radio, que ce soit à travers nos canards, les gens les prennent parfois pour de très grandes évidences, de très grandes vérités, et il faut que nous soyons prudents pour donner ces informations-là. Parce que par rapport au problème du Burkina, nous en avons parlé ici la dernière fois, il n'a été révélé nulle part que au moment où les Burkinabés allaient à leur putsch, qui heureusement a manqué, les Togolais avaient une implication dans le coup le jour-là. Mais il a été dit que quand le putsch a échoué et que les forces de maintien d'ordre n'arrivaient pas à contenir les populations, ils ont demandé que les gens les assistent par du matériel de maintien d'ordre pour pouvoir mettre de l'ordre dans le pays. Et sur ce point, j'avais dit ici que est-ce que oui ou non, dans l'armée, le matériel de maintien d'ordre est un matériel de guerre. Tout le monde comprend aisément que lorsqu'on veut faire du maintien d'ordre, on ne vient pas avec des fusils pour tuer des gens. Et donc, il s'agit d'un soutien. Je ne sais pas quel mal le Togo aura fait ou un autre pays. Pour le moment, ce n'est pas encore avéré. Je ne sais pas quel mal. Est-ce que vous avez suivi le raisonnement d'Abi Alpha tout à l'heure? J'ai dit... Parce que j'ai le sentiment que c'est... Vous parlez de... Quand vous lisez son titre, ça donne l'impression comme si le Togo avait participé au putsch manqué. Et c'est sur ça que... Quand tu as lu le titre, prends la patience de lire l'article aussi. Non, j'ai dit, quand vous venez donner des allures de quelque chose comme ça, les gens qui nous écoutent ou qui suivent, ils pensent que c'est comme ça, souvent ça se passe. Alors que le même Abi Alpha, entre-temps titrait aussi, en invitant le Nigeria de venir s'en prendre au Togo, où il n'y a pas eu pour tout manquer, où il n'y a pas un problème, parce qu'il y a des gens qui marchent ici, qui veulent faire tomber le régime. Lui-même a titré, il disait, au Nigeria, qu'on secourt Nigeria. Donc le Togo est en paix, le Togo vit, un journaliste demande que le Nigeria vienne s'en prendre à son pays, alors qu'il n'y a pas putsch manqué. Donc c'est ça que je voulais dire, que si nous venons, ou si nous faisons notre travail, qu'on prenne le soin, parce qu'aujourd'hui, si le Togo avait participé ou non, si le Togo avait apporté du matériel du maintien d'ordre, on trouve que c'est pas bien. Mais on a trouvé bon, parce que des gens marchaient au Togo pour faire tomber un régime, que le Nigérien vienne avec des armes. Je concède mon grand frère parce qu'il n'a plus l'habitude seulement de lire les titres, il ne lit pas les articles. Si Tchania avait lu mon article où je faisais un plaidoyer pour que le Nigérien vienne, attends que l'armée nigérienne vienne, s'il vous plaît. Donc si Tchania avait pris soin en tant que journaliste qui lit les colonnes de ce confrère, comme je lis ces colonnes, s'il avait lu mon dossier avant-hier où je faisais un plaidoyer, je l'assume, j'ai dit et je l'ai redit, ça fait une page et demie, j'ai fait un plaidoyer pour que, tout comme les soldats quittent ici pour aller hors des frontières, pour aider les autres à maintenir l'ordre, à se sauver, qu'on vienne nous aider à nous sauver, parce qu'à un moment donné, l'armée est sortie de ses rangs, c'était trop, au-delà des morts, c'est vrai, ça fait polémique par rapport au nombre, mais le bilan, il est triste, aucun militaire ne va demain assumer qu'on dise que lui est fier d'avoir fait ça. Donc, je l'assume, mais je vraiment, en tant que grand frère, en tant que mon doyen, que Tchagnan, même s'il n'est pas d'accord avec le titre, pour critiquer quelqu'un, il faut le lire. Il n'a pas lu, et puis il fait des recoupages comme ça, c'est un peu triste. Messieurs, merci beaucoup. Abi Alpha, Fabrice Petchezi, Tchagnan Waremia, Ferdinalité. Nous marquons une pause, on se retrouve dans 2 minutes. Car de tout cœur, nous tenons à
à vous informer. Taxi FM. Retour en studio avec les confrères pour la seconde partie de Taxi Presse, la messe de vendredi. On va aborder maintenant un autre sujet. Cette semaine, la presse a abondamment parlé de la convocation de Pascal Akousololo Bojona à la Cour suprême. Ferdinand, vous l'avez annoncé mardi. La rencontre a eu lieu hier. La Chambre judiciaire devra statuer finalement le 17 mai prochain. C'est ça? Oui, je crois que c'est ce qui a été décidé hier à la Chambre judiciaire de la Cour suprême. Bon, c'est une histoire que nous connaissons tous. Hein. C'est une longue histoire. On pensait qu'elle était terminée lorsque, il y a quelques années, le ministre est sorti de la prison de Thiévier. C'est vrai que certains avaient parlé d'un non-lieu, d'autres avaient dit non, c'était pas un non-lieu, et que le dossier était toujours dans les tuyaux. Oui. Et lui-même, il a fait un recours. Il a fait un recours quand il est sorti, et le recours n'a jamais été examiné. Et 2 ou 3 ou 4 ans, 2 ans après, comme en 2016. Comme par hasard, on réactive ce dossier-là. Et dans un contexte politique comme le nôtre, où quelqu'un comme Pascal Bojona est toujours actif, bon, on se pose des questions sur les intentions de ceux qui réactivent ces dossiers-là, parce que on sait très bien qu'au Togo, on utilise toujours la justice pour écraser des gens, pour éliminer des adversaires politiques. Est-ce qu'il y a un agenda qui est caché derrière cette histoire-là? On voit bien que bon, c'est une cabale, parce que en réalité, avant même le début du dialogue actuel, le dialogue qui est en cours, des rumeurs avaient circulé comme quoi il y a eu un rapprochement entre Pascal Bojona et M. Faure Gnassingbé et le pouvoir. Mais au fond, c'est que l'homme, il est chez lui à la maison. Je pense qu'il est... on demande à ce qu'il rejoigne les rangs. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas se décider. Il veut pas, il veut pas. Pour oui. Donc du coup, quand tu ne rallies pas, c'est que tu as des intentions ou bien tu as un agenda caché. Et donc, ne perdez pas de vue que nous sommes pas très loin de 2020. Il y a des manœuvres qui sont en cours, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Des gens se disent, mais avec toute la tension politique qu'il y a dans le pays, si des gens sont en réserve de la République et peuvent surgir à tout moment, ils peuvent être un danger pour nous. Vaut mieux peut-être utiliser la justice pour les mettre à l'écart avant que, bon, eux ne nous surprennent. Nous sommes dans un jeu politique. En même temps, dans cette affaire, cette nouvelle affaire, c'est Pascal Bojona qui a sollicité la Cour suprême. Oui, mais posez-vous la question de savoir pourquoi depuis 2 ans ils n'ont pas agi. C'est d'ailleurs ce que le conseil de Pascal Bojona a soulevé plus d'autres irrégularités hier pendant la procédure. Oui. Vous voyez, pourquoi ils n'ont pas agi? Il y a un délai, juridiquement, il y a un délai pour activer un dossier. Pourquoi ils n'ont pas fait que c'est maintenant subitement qu'ils sortent le dossier? Ouais. C'est comme on a gardé l'épée de Damoclès sur sa tête et qu'on pouvait utiliser à tout moment. Bon, quelqu'un disait dans ce pays que l'épée de Damoclès est dans la poche. Donc ici, c'est sur la tête. Et donc, voilà, moi je pense que c'est des manœuvres politiques. Je ne vois pas réellement une affaire de justice. Parce que, pourquoi on réactive ce dossier? Le plaignant a disparu. Abbas... Comment il s'appelle? Abbas Ali Youssef a disparu. Agba Bertin n'est plus au Togo depuis des années. Bon, pourquoi subitement? Qui est le plaignant actuel? Qui est derrière? Qui tire les ficelles? C'est ça. Donc on est bien tenté de se poser des questions. Moi, je ne prends jamais les problèmes au premier degré. Ah, d'accord, très bien. Fabrice, cette affaire d'escroquerie internationale. Oui, au premier degré et sur le plan juridique, je crois que, comme l'a dit Ferdinand, ce sont les avocats de Bojona qui se sont pourvus devant la Cour suprême pour une anomalie dans la procédure. Oui. Bon, maintenant, peut-être la question, c'est que pourquoi la réaction n'a pas été faite dans les délais et c'est maintenant. Bon, est-ce qu'il faut dire que c'est les lenteurs judiciaires comme on en a l'habitude, ou alors il y a un agenda caché derrière? Maintenant, allons sur le terrain des supputations, puisque nul ne sait exactement
ce qui se passe. Effectivement, nous on a eu des rumeurs selon lesquelles Pascal Bodiona rencontre le chef de l'État et certains de ses anciens amis. Bon, je ne sais pas si c'est des anciens ou ils sont restés toujours amis au sein du pouvoir. Alors aujourd'hui, pour revenir au premier degré, moi je veux voir dans ces cas, qu'est-ce qu'il peut risquer sur le plan juridique? Est-ce qu'il y a un risque? Ouais, une condamnation, un jugement, une condamnation. Oui, bah, c'est-à-dire on n'est pas encore au procès. Oui, on est que dans mais ça peut arriver sur les formes. C'est-à-dire que c'est lui qui a relevé une anomalie. Ce sont ces avocats qui ont relevé une anomalie. Bon, je crois que naturellement, c'est sur ce point-là, il devrait se prononcer. Oui. Bon, c'est pour ça, moi, je voudrais savoir sur le plan juridique quelles peuvent être les conséquences. Est-ce que ça peut entraîner à reprendre Pascal Bodiona ou quelque chose comme cela? Bon, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas eu de conséquences juridiques de première vue, le rejet. Oui, c'est juste ce que je me dis. Soit on rejette pour dire que ce qui avait été fait était normal et on s'arrête là. Même si c'est un truc du genre, on me disait, ah bon, on réouvre le dossier Pascal Bodiona, on va aller au procès. Là, je pourrais m'inquiéter. Bon, pour l'instant, j'estime que on va juste se prononcer sur ce pourvoi là pour dire oui, bon, tu avais raison ou tu n'as pas raison, ça s'arrête là. Parce que moi, au fond de moi, je crois que c'est une affaire classée. Elle n'est pas classée du tout. Oui, mais je vous ai dit, j'ai l'impression, c'est une impression. Moi, je crois que c'est une affaire classée. Maintenant, on revient sur le plan politique. Bon, on veut ramener Pascal Bodiona à la maison. Est-ce qu'il avait quitté la maison? Je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce qui risque de se passer? Bon, ce qui est sûr, c'est que si il avait vraiment quitté la maison, parce que depuis que ça s'est passé, Pascal Bodiona, personnellement, n'a jamais... En tout cas, partout où je l'ai écouté, je ne l'ai jamais vu s'ériger en adversaire à Faure Gnassingbé, par exemple. S'il avait quitté la maison, on veut le ramener. Bon, si moi je suis dans ce cas, je ne reviens pas. Parce qu'aujourd'hui, il peut faire des calculs. C'est un politicien également. Alors, tout le monde a l'impression qu'aujourd'hui, le régime est fébrile. Avec les manifestations et tout cela et autres. Alors, dans la peau de Pascal Bodiona, alors, si tu étais avec des gens qui t'ont mis de côté, c'est pour cela que j'ai dit ça aussi, il faut le vérifier, qui t'ont mis de côté, et à un moment donné ils ont des problèmes, ils veulent te faire venir, naturellement tu dois réfléchir. Alors, tu peux pas venir si jamais s'il y a un problème, tu supportes tout le problème là avec eux alors que tu te dis que tu n'étais pas avec eux. Mais tout est question politique. Et dans ce cas aussi, si finalement aussi tu te trompes, tu croyais qu'il y avait le feu dans la maison et en réalité il n'y avait pas le feu. Bon, lorsque tu te rendras compte que bon, il n'y a pas également le feu, et tu vas chercher à venir, ils vont dire, ah mon ami, au moment où on te voulait, tu n'es pas venu. Donc, moi je crois que si on est sur un terrain politique, on n'apprend rien à personne. Pascal Bodiona sait ce qu'il fait, et les uns et les autres également savent ce qu'ils font. Maintenant, sur le plan juridique, je veux juste que les avocats m'éclaircissent sur ce pourquoi-là, qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquence. Abi Alpha, sur le cas de Pascal Bodiona. Évidemment, par rapport à ce que le confrère dit, il faut dire ici que abonder en disant qu'il y a plusieurs façons pour quelqu'un de quitter une maison. Vous pouvez quitter votre maison de votre propre gré, tout comme on peut vous renvoyer de votre maison. Ici, par rapport à ce qui s'est passé, que un Pascal Bodiona, vous avez eu, vous et moi, on a été témoins de ce qu'il fut dans ce pays, qu'il se retrouve derrière les grilles. Que ce soit au niveau de la gendarmerie ici, vous vous rappelez, sa détention là-bas, et après tout c'est à Tchélier, moi j'ai eu au moins une fois à le visiter là-bas, que c'est le Pascal Bodiona le même qu'on a connu il y a peu, qui était derrière là-bas, et carrément c'est que s'il n'a pas quitté la maison, on l'a fait quitter la maison. Donc là-bas je crois qu'il n'y a pas de débat, sauf qu'il est sorti, c'est vrai, il a un silence qui nourrit le débat, et là-bas on peut se réfugier là-bas. Mais tu sais, quand ça fait ce débat aujourd'hui, c'est parce que le régime en place a longtemps utilisé la justice comme l'outil pour, n'est-ce pas, mettre chacun à sa place au gré des besoins des exigences politiques. C'est un outil, la justice c'est un outil qui est totalement infiodé, et à partir de la justice on fait de qui on veut, quand on veut, comme on veut. Et ils sont, c'est là, les gens le rendent tellement connus, qu'ils sont devenus comme des crapauds. Tu sais, un crapaud, on ne sait pas quand est-ce qu'il est assis, quand est-ce qu'il est debout. Donc c'est difficile de savoir ce que pense le régime en place quand il agit.
qu'on me dise que les dossiers, entre-temps, moi j'étais sur un dossier où, autour de Gamato, où on parlait c'est-à-dire quand le monsieur, les dossiers qui attendent là-bas, c'est vraiment toute une pile autour c'est-à-dire qui doit passer, qui ne passe pas quoi. Et qu'aujourd'hui, qu'on parle en chantement, c'est le dossier Pascal Bodiona qui est aujourd'hui. Que même le dossier qui date de 1981. Exactement, je vous avais dit ça ici. Quel dossier de 81 qui attendait son tour d'être enrôlé. Comme ils disent qu'aujourd'hui, dans ces moments précis, c'est le dossier Bodiona. Dans ce contexte, à un moment où il a beaucoup des acquaintances entre Bodiona et les médiateurs, et il a eu à jouer du rôle de. C'est-à-dire, puisque c'était naturel, mais sauf que dans le régime, dans le système RPT-INIR où ça fonctionne comme un couvent, il ne faut pas fréquenter certains environnements. Mais qu'on ne veuille pas, un Bodiona, un Akila Boko, je ne sais pas, tous ceux qui ont fait avec le régime qui à un moment donné a été mis en retrait, à un moment donné qu'on ne veut pas pour en savoir beaucoup sur le pays, on va les consulter. À ce titre, Bodiona a été consulté. Est-ce que cela fait mal au ventre à certains? Ça fait problème. Donc moi je pense que ce n'est que le début. On a mis le délibéré pour le 17. On va voir de quoi ça va accoucher. Le 17 mai, c'est son jour anniversaire. Ah bon? Et donc, espérons qu'on va l'aider à fêter un bon anniversaire. On en visera. Non, je crois que depuis plusieurs années, on a parlé de cette affaire Pascal Bodiona. Moi, je croyais que c'était une affaire déjà enterrée. Oui, puisque je ne savais même pas, c'est ce matin que j'apprends par les confrères que ce fut le conseil de Pascal qui a saisi la Cour suprême pour le dossier depuis, tu as donné 2016. 2016. Oui. Bon, maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est de voir, est-ce que c'est la lenteur que Abi Alpha évoque au niveau de la justice qui a fait que le dossier a traîné jusqu'à ce jour? Ça, il faut que les gens nous disent si un dossier qui a été déposé depuis 2016, est-ce qu'il y a un temps où le dossier est considéré comme étant tombé en désuétude? Si c'est cela le cas, on dira que on est surpris d'où que les gens soient allés sortir ce dossier. Bon, maintenant, si il n'y a pas un délai, puisque Abi Alpha nous confirme qu'il n'y a pas forcément un délai, puisque Abi Alpha a connaissance qu'il y a des dossiers de 81 qui attendent leur tour pour il y a passer. Un délai qui n'a pas été respecté, qui a été brûlé. Oui, non, bon, moi j'ai dit que dans le cas Pascal, il faut que les gens expliquent aux populations le délai, puisque je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Donc les gens qui se connaissent dans le domaine, qu'ils expliquent si c'est un dossier qui devrait de 2016 à ce jour passer le délai. Maintenant, si ce n'est pas ça, et donc ça veut dire que le dossier était en cours. Et en cela, les gens doivent se réjouir, puisque ceux qui ont demandé au niveau de la Cour suprême doivent maintenant dire, voilà, le droit sera dit. Bon, la dernière question que je me pose, c'est de voir, nous avons tous suivi Pascal. À un moment donné, Pascal a toujours souhaité que le droit soit dit et qu'il soit blanchi, et qu'il soit très clean. Et donc, si c'est cela, la continuité du dossier qu'on avait déposé depuis 2016, je crois que le 17, Pascal, dont on évoque l'anniversaire qui coïncide avec le 17, nous tous, on va jubiler, on va fêter. Et quand on parle de Pascal, c'est vrai, Abi Alpha a dit tout à l'heure qu'il a beaucoup travaillé pour le régime, on sait ce qu'il avait été, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé pour des régimes, qui ont connu des difficultés et qui ont rebondi. Je peux évoquer le cas de Memem. Le général Memem a fait beaucoup pour ce régime au temps de Yadema. Il a fait les barreaux, les gens l'ont connu, les gens l'ont vu. Il est sorti, il n'a plus rien dit, il a rebondi. Il a davantage fait. Donc je crois que ce n'est pas... ça peut être le cas de Pascal Bodiona. Ce n'est pas du nouveau, puisque les gens disent qu'il a commencé par être invité et que quelquefois, c'est un politique, il serait en train de faire les calculs. Moi je crois que si c'est tel est que les gens ont commencé par se fréquenter, peut-être que la justice permettra à ce que les gens voient davantage clair et que le monsieur qui a toujours souhaité avoir les mains, c'est-à-dire dénuées de toute suspicion, il va le voir et le 17 il va fêter bien. Oui, le 17 il va bien fêter, on l'espère. En tout cas le confrère, je pense le tonnerre ce matin a justement titré sur cela. Il s'interrogeait ainsi,
c'est une coïncidence ou bon, enfin, d'accord, très bien. Alors, on va aborder notre sujet, on va parler politique togolaise. Juste un mot, avant d'aborder le rapport, non, c'est pas le rapport Vita, mais la question telle qu'évoquée par Afrobaromètre hier et commentée largement par la presse depuis ce matin. L'Afrobaromètre qui dit, par exemple, que la majorité des Togolais favorables au retour à la constitution de 1992 et au vote de la diaspora, et précise aussi que 53% des partisans d'UNIR sont contre la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, et naturellement depuis la publication de ce sondage dans l'opinion sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de choses qui se disent. Mais avant d'en arriver là, vous savez que la semaine passée, il y avait eu un autre regroupement qui a été formé, qui s'appelle les centristes. Fabrice, quel commentaire vous en faites? Oui, c'est vrai que sur le plan politique, moi je faisais partie de ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de place au centre, soit tu es à gauche, tu es à droite. Mais bon, 3 partis politiques ont trouvé qu'il y avait de la place au centre. Oui. Et la CPP, le NET et puis le PDP. Oui, et parmi tous ces partis-là, il n'y a qu'un qui est actif. En tout cas, ces derniers temps, c'est le NET de Djeri Tama. Les autres ont dit aussi qu'ils sont actifs. Non, hier, la CPP avec nous en studio disait qu'ils sont actifs. Oui, c'est maintenant qu'ils sont réactivés. Donc, ces derniers temps, ça fait un bout de temps qu'on a plus entendu parler de CPP, et ça fait partie des partis agonisants. Bon, maintenant, à la faveur de cette initiative de Djeri Tama, les gens rebondissent, peut-être. Maintenant, quand vous prenez le PDP de Kabara, vous avez même vu que le vieux même s'est rangé, c'est son fils qui est allé même le représenter là-bas. Donc, à la conférence de presse. Oui, c'est une affaire du genre, bon, cette histoire-là, bon, si vous voulez continuer, le fils est allé pour... Non, oui, vous êtes grave, vous êtes grave. Continuer. Mais je crois que sur le plan politique, c'est bien quand même, c'est bien parce que vous avez vu qu'avec la coalition des 14... depuis là, les gens sont devenus à faune inaudible. Vous prenez un parti important comme Obu, on ne l'entend plus. Oui. Donc, peut-être qu'il faut aussi faire un regroupement pour manifester sa présence. Et pourquoi pas, peut-être qu'on peut vous prendre en compte à un moment donné dans certaines situations. Oui, ben, je crois que c'est réfléchi. Sinon, on enterrait carrément les autres. Et puisqu'il n'y a plus... Parce que quand vous voyez un peu la situation tendue, aujourd'hui, le ping-pong, c'est entre le pouvoir et les 14. Et les 14. Alors que vous voyez que dans les 14, il y a des gens qui ne pèsent pas comme le net. Et donc, bon, on ne peut pas donner la parole à un Habia Nicodème, à un... comment l'appelle-t-on, notre confrère, à un Philbert Atisso, et à Guémé, quelque part dans un coin, lui n'a pas de parole tout simplement parce qu'il ne fait pas partie de la coalition des 14. Peut-être c'est un essai pour voir si, peut-être que quand on est unis, on est fort. Oui, pourquoi pas faire moi. Non, moi je crois que dans le contexte togolais, il n'y a pas de place pour le centre. Je suis d'accord avec Fabrice, où vous êtes à gauche ou vous êtes à droite. Alors Desmond Tutu disait, quand vous êtes neutre en situation d'injustice, c'est que vous avez fait le choix de l'oppresseur. Et moi je pense que ces gens sont beaucoup plus... Il n'a pas dit qu'ils sont neutres. Oui, mais quand on est au on serait au centre dans un pays démocratique, cela ne créerait aucun problème. Même encore que... n'est-il pas un pays démocratique? Encore que non. Encore que dans les pays comme la France, on voit ce que c'est que les centristes. On a vu les Bayrou, tout ça, on a vu ce qu'ils sont devenus. Et donc moi je pense que c'est une illusion que de dire aux gens, oui, nous sommes au centre. Non. Il y a des gens dans ce regroupement qui ont dit à des amis à eux, en 2015, qu'ils étaient même sur la liste d'être nommés ministres de la jeunesse. Et que si ce n'était pas à cause de quelques ennuis de Faure Gnassingbé après les élections, ils seraient déjà ministres. Donc, les gens, il ne faut pas que les gens viennent. Les trois là. Ah oui, merci. Je donne aucun nom parce que je n'ai pas l'habitude de commenter les partis, l'actualité des partis qui n'ont pas tellement de poids sur l'échiquier politique, c'est de leur donner trop d'importance. Mais je pense que les gens veulent exister, comme Fabrice l'a expliqué. Donc, en voulant exister, il faut qu'ils créent l'événement, il faut qu'ils se mettent ensemble. Je sais aussi qu'il y a des gens, à un moment donné, ont cru que la coalition des 14 n'allait pas survivre, ne devait pas aller loin. Et ces gens-là sont dans leur maison, ils regrettent de n'avoir pas pris le train au moment donné. Ça, je le sais. Et ces gens l'ont dit à leurs visiteurs que
je me suis trompé. Si je savais, je devais être dans la barque. Et aujourd'hui, je devais être sur le... Parce qu'avec l'expérience que j'ai, tout ça. Donc, les gens veulent créer l'événement pour exister. Mais dans le contexte togolais, où vous êtes à gauche, où vous êtes à droite. Est-ce que ce n'est pas ça? Il n'y a pas de... du Togo. Ce n'est pas... Non, c'est le contexte qui l'exige. Où vous êtes avec le bon Dieu... Vous êtes avec Satan. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une image que je donne. C'est une image que je donne. Même dans la Bible, on dit, si tu je te rejette. C'est ça. C'est dans la Bible. Donc on ne peut pas venir dire aux gens, ouais, nous sommes ceci parce qu'on est ci, on est ci. Non. Mais si demain, on se retrouve dans une situation normale et que des gens veulent créer un courant politique en disant bon, nous pensons que nous pouvons assumer ce courant politique, on comprendrait. Quand vous êtes dans un combat pour d'abord avoir les bases de la démocratie, les bases de la justice, les bases du vivre ensemble, et que des gens viennent vous dire que nous ne sommes pas pour ça, nous sommes au centre, bon, je ne sais pas de quel centre ils sont. D'accord, très bien. Bon, moi je mets le problème des centristes là dans un schéma comme celui-ci. Lorsque deux personnes ne s'entendent pas ou se bagarrent, il faut forcément un troisième pour essayer de raisonner ou d'amener les deux. Couper la poire en deux. Oui. Pas forcément s'accaparer la chose, mais quand même amener les gens à se comprendre. Parce que, regardez le facilitateur, le président ghanéen, il est venu et nous tous, Togolais, nous avons conscience que et le parti au pouvoir et les 14 ne se sont jamais entendus sur rien du tout. Ça veut dire que c'est deux camps qui donnent l'impression d'être en train de vouloir prendre le Togo en otage. Vous avez vu certains de la société civile qui tentent, mais ils ne sont pas inclus ou logés dans le groupe des 14 parce que tout simplement les 14 se sont constitués et ont refusé qu'on ouvre les vannes pour que d'autres Togolais qui peuvent apporter quelque chose pour résoudre la crise puissent s'exprimer. Ce n'est pas parce que Djeri Tama, c'est Djeri Tama qu'on va croire que ce qui vient de Djeri Tama ne peut pas être constructif pour le Togo. Ce n'est pas parce que c'est Kabara que les gens vont dire que comme c'est Kabara, il ne peut rien apporter pour relancer le Togo. Donc tous les Togolais en réalité sont concernés. La preuve, quand les gens manifestent tout le temps, nous sommes tous frappés. On est frappés pas parce qu'on est de tel ou tel bord. Donc pour moi, les centristes existent parce que les gens sont en train de les tuer. Vous savez, le parti comme celui de Kabara, il a été au législatif. Le parti comme celui de Djeri Tama, c'est essayé. Même à la présidence. Mais les gens qui se retrouvent au 14, au nom de quoi on dit ici que quand les partis n'ont pas de poids, ceux qui sont dans les 14 là, tous les partis là-bas ont un poids. Plus que des partis qui se sont vous ne voulez pas que les centristes, laissez les centristes aussi évoluer et vous allez voir que les gens vont les rallier. Ils peuvent même devenir un poids même que les gens vont considérer. Merci beaucoup Eric, ça fait rigoler un peu. Ce qu'en politique, c'est que les confrères doivent savoir, notamment mon aîné, que personne ne tient un parti politique en politique. Soit dit c'est de lui-même, c'est clair. Mais personne, actuellement, si c'est les gens, s'il vous plaît. Je dis et je le dis qu'en politique, personne ne tire une formation politique. Soit elle a ses ambitions, elle les assume, elle s'impose, soit... Voilà pourquoi les gens veulent s'imposer. Ils ne devraient pas s'organiser. Si vous retournez dans les archives pour voir les dates de création de ces partis politiques qui sont en train de se retrouver et ce qu'ils valent actuellement, ça dure par rapport à sur le terrain, ça va vous faire rigoler. Donc moi je pense que dans un fétiche, on ne jette rien. On a à tout moment besoin de tout. Tu rentres dans une maison de fétiche, même une plume qui est par terre, tu as peur de la dégager. Parce que tu fais, on a grandi dans les villages. Vendredi, à chaque famille, s'il vous plaît, je fais cette image pour que vous compreniez. On a grandi dans des villages où dans chaque famille il y a une maison de fétiche. Vous allez rentrer là-bas, ça c'est clair. Nous on a grandi dans cet environnement. À côté, il y a la mosquée, ceux qui vont. À côté, il y a des vieux qui sont attachés à leur fétiche. Ils ne vont jamais laisser ça. C'est vrai que ces derniers mois, beaucoup de fétiches ont été détruits. Mais à un moment donné, ça passe ou ça casse. Donc, je redis que dans un fétiche, on ne jette rien.
puisqu'à tout moment, le maître du fétiche peut avoir besoin de dépoussiérer un instrument pour l'utiliser. S'il y a des formations politiques dont le régime a besoin par rapport au contexte, où est le problème? Non, où est le problème? Quand tu parles du régime, où est le problème? Nous sommes dans un moment où il y a ce débat difficile. Il ne faut pas habiller les gens là. S'il vous plaît, qu'on sorte de l'hypocrisie. C'est de ça il est question. Les gens sont en train de voir si c'est possible de faire forcing vers des élections. Ils voient que c'est difficile. C'est difficile pour eux de diviser la coalition pour trouver une partie qui ira faire les élections. Et ils sont toujours soudés, malgré que ce n'est pas leur souhait. Bon, maintenant, s'ils peuvent susciter une troisième force quelque part, qui va les accompagner dans leur élection, où est leur problème? Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc, que un Kakara ou bien je ne sais pas qui se retrouve. On verra s'il y a élection, il n'y a que les centristes. On a encore juste quelques semaines. On analysera tout cela. Alors, on va maintenant revenir sur le sondage Afro-Baromètre. C'était hier. Ils ont interrogé des Togolais. Les Togolais ont parlé et ils ont publié le sondage hier, et depuis hier soir ça crée des remous dans plusieurs états-majors. Je voudrais qu'on écoute ce reportage de notre consoeur Amen Assignon. Les résultats de ce 7e sondage d'Afro-Baromètre réalisé au Togo a porté sur l'opinion que les Togolais ont sur les grandes questions politiques actuelles du pays. Sur les questions de la limitation du mandat présidentiel à 2, au retour de la Constitution de 92, le droit de vote de la diaspora, la majorité de oui l'emporte. Hervé Akilocho, le directeur exécutif du CROP. Les Togolais sont pour la limitation des mandats présidentiels à 2. Et cela à près de 9 Togolais sur 10. Et ce résultat-là reste persistant dans le temps. Je crois que c'est le plus grand résultat qu'on a pu obtenir. L'autre, c'est que les Togolais sont très attachés au respect de l'ordre constitutionnel, au vote de la diaspora, au retour à la Constitution de 1992. Parce que pour ces 3 derniers tours, on a plus de 66% des répondants qui étaient favorables à cela. Donc, c'est des résultats assez importants. Sur le sujet brûlant de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, les avis sont mitigés, même au sein du parti au pouvoir. La question de la démission du président de la République est une question qui n'est pas tranchée, parce qu'il y a 45% des Togolais qui sont d'un côté pour et 41% qui sont contre. Cela, au niveau statistique, ne fait pas une différence entre les deux. On a autant de personnes pour qu'autant de personnes contre. L'autre résultat important qu'il faut voir, c'est que quand nous regardons ces résultats, même au niveau même de l'appartenance politique ou de l'attachement à un courant politique, on se rend compte que ces résultats restent des fois forts. Je vais prendre pour exemple simplement la question de le fait que le président se représente à un nouveau mandat si la limitation du nombre de mandats est adoptée. On a quand même 70%, je crois, qui pensent qu'il ne faut pas qu'il se représente. Mais même parmi ceux qui sont proches de son parti, ou se disent proches de son parti, il y a 53% des répondants qui pensent qu'ils ne devraient pas se représenter si cette limitation-là était adoptée. Un échantillon de 1200 adultes a servi à cette étude qui a couvert la période du 11 au 23 novembre 2017. Les résultats sont destinés aux décideurs, aux acteurs politiques et aux Togolais en général. Voilà, donc merci à Amen Assignon pour le reportage de ce sondage Afro-Baromètre. C'était hier et comme je le disais, plusieurs journaux ce matin sont revenus sur le sujet du quotidien Liberté qui évoquait aussi la majorité des Togolais favorables au retour à la Constitution de 1992 et au vote de la diaspora. 53% des partisans d'unir contre la candidature de Faure en 2020 selon l'Institut. Il y a beaucoup d'autres journaux aussi qui en ont parlé, comme le journal Le Canard indépendant. 70% des Togolais sont contre la candidature de Faure Gnassingbé. Le quotidien Togo Matin aussi en a parlé ce matin, Afro-Baromètre. Enquête sur les réformes constitutionnelles. 87% des Togolais approuvent l'avant-projet de révision du gouvernement. Tchéniao Aremiao, quel est votre avis sur ce sondage Afro-Baromètre? Non, bon, l'avis que je peux donner sur le sondage, c'est que vous avez lu tout à l'heure que le confrère Togo Matin a dit que
87% Togolais approuvent l'avant-projet de révision du gouvernement. Tout à fait. Donc, moi, je crois que les Togolais, en fait, ne sont pas focalisés sur la candidature de Faure Gnassingbé. Le problème que les Togolais ont, ce n'était pas à la base la candidature de Faure Gnassingbé en 2020, mais les Togolais ont un problème de réforme. Il s'agit des réformes constitutionnelles et des réformes institutionnelles. Et donc, c'est ça qui est vraiment le cœur de la crise que le Togo traverse aujourd'hui. Et aller se focaliser par des sondages sur la candidature d'un individu, d'un citoyen togolais, moi je crois que c'est dévié. D'ailleurs, le fait d'aller tout simplement pour faire un sondage sur la candidature ou non de Faure Gnassingbé en 2020. Ce n'est pas que sur ce sujet. Non, mais c'est ça qui intéresse tout le monde. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués. Les autres éléments ne sont pas sensibles. L'élément sensible, c'est la candidature ou non de Faure Gnassingbé. Et je crois que ces questions ne vont pas faire objet de réglage par des instituts de sondage, quel que soit leur côté de choses. Je crois que ça, c'est des questions qui vont être réglées par les états-majors des partis, qui vont peut-être être en liste pour des élections à venir. Ça, ce n'est pas des questions que des regroupements politiques font pour aller chercher à régler. Et donc, que les Togolais se focalisent sur les problèmes qu'ils ont et qu'ils règlent ces problèmes. Et le temps, puisque lorsque, par exemple, Faure, s'il est candidat en 2020, l'opposition va le battre. Si toutes les questions de réforme sont réglées, puisque l'opposition a le peuple avec elle va le battre. Donc, réglons nos problèmes constitutionnels, revoyons notre code électoral et allons prouver maintenant le sondage qu'ils ont fait, parce que ce peuple qui a dit qu'il ne veut pas Faure va le censurer. On verra dans les urnes. Non, moi je crois que c'est pas la première fois que cet institut fait des sondages au Togo. Moi je vois ça de loin, j'analyse ça de loin. J'ai pas l'habitude souvent d'aller à leur conférence de presse, mais je sais que c'est une organisation qui est dans plusieurs pays africains, qui forcément fait un travail assez crédible. Mais je dis une chose, on n'a pas besoin de sondage pour savoir ce qui se passe au Togo en réalité. On n'en a pas besoin. Ce qui sort là, moi j'estime même que c'est plus que ça. Le rejet de ce régime est très profond. Je vous donne quelques exemples. Vous avez vu la tournée de la commission de Awanana pour prendre l'avis des Togolais. Elle s'est arrêtée brusquement. À Palimé. Oui, dans toutes les régions, les gens ont parlé. Nous avons eu des sons où les gens ont dit ils en ont assez. C'est quand même un échantillon. Et à un moment donné, ils sont arrivés vers Lomé, ils n'ont pas pu continuer parce que les gens les harcelaient. Et les gens ne voulaient pas. Ça, c'est un indicateur. Deuxième indicateur, lorsqu'il y a eu des mouvements depuis le 19 octobre, il a fallu mettre des villes entières en état de siège pour empêcher les gens de manifester. C'est-à-dire pour empêcher les gens d'exprimer le rejet du régime dans les villes du Nord. Et que ce rejet contamine d'autres villes. Donc on a mis les villes en état de siège. C'est-à-dire on étouffe la contestation. Ça veut dire que le rejet est profond. Et dernière chose, vous savez, avec la violence qui s'abat sur les gens, vous savez, c'est passé quelque chose le week-end dernier pendant les manifestations à Sokoré, avec la répression aveugle des militaires. Les militants du parti au pouvoir à Sokoré, qui étaient aussi victimes de la répression, de même que leurs parents avaient décidé de manifester contre la présence des militaires à Sokoré. Non, les militants... On a dû dépêcher une délégation à Sokoré de l'argent pour les calmer. Ça veut dire que lorsqu'on reprend les gens, on tape dans le tas, on frappe tout le monde. Et on frappe même les militants du parti. Et donc, je ne suis pas étonné que tout ça, aujourd'hui, réjaillit dans un sondage où les gens disent, écoutez, parce que la saturation que les gens ont dans le pays, la saturation du pouvoir que les gens vivent, ça concerne aussi les gens dans l'opposition, mais les gens aussi du régime le vivent. Mais ceux du régime ne sont pas souvent poussés à l'exprimer parce que les gens ont peur. Bien. Fabrice. Oui, d'abord une mise au point par rapport à ce que Ferdinand a dit. Bon, l'armée n'est pas une aile marchande du Nil pour que... Je n'ai pas dit ça. Non, il n'a pas de l'armée. Oui, c'est-à-dire quand il dit qu'à Sokodé, même les militants du Nil ont manifesté. Non, ils voulaient manifester contre la répression militaire. C'est-à-dire ils voulaient manifester contre la répression. C'est normal, non? C'est normal. Et quand on vient, est-ce qu'on te pourrait la question de savoir... On envoie de l'argent et une délégation pour les empêcher de manifester. Tu as dit, c'est comme si... Étant du Nil, si l'armée frappe, on ne devrait pas dénoncer. Bon, maintenant pour revenir à ce sondage, d'abord, ça reste un sondage, et puis de deux, par rapport à l'avenir, que ceux qui aujourd'hui applaudissent
soit là également pour applaudir le jour où ce même institut dira autre chose qui ne les intéresse pas, parce qu'on se connaît également au niveau du pays. Mais là, il faut prendre le temps, parce que ça aussi, au niveau des sondages, c'est important. À quel moment le sondage a été réalisé? Alors, le sondage a été réalisé dans un contexte bien particulier, et vous pouvez, dans 2 mois, on peut réaliser le même sondage, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc, il ne faudrait pas forcément que les gens s'alarment là-dessus. Et donc, ça peut forcément changer. Et puis, pour finir, en Afrique, on n'a pas très souvent la culture du sondage. Les gens ne disent pas ce qu'ils pensent. Peut-être que ça peut dépasser, ça peut être moins tout ce qu'on nous a donné. Et le dernier élément, c'est, moi j'ai vu une certaine contradiction. Parce que quand on dit 87% des Togolais sont favorables au projet de loi du gouvernement, et on vient me dire également que combien de pourcents également sont favorables au retour à la Constitution de 92, finalement, c'est quel type de Togolais qui est favorable au projet de loi du gouvernement et qui au même moment est favorable au retour à la Constitution de 92. Et vous avez même vu que le retour à la Constitution de 92 a été abandonné dans ces procédures. Abi Alpha, malheureusement j'ai que 30 secondes. Ouais, je crois que c'est déjà bouclé, les amis ont dit l'essentiel. On n'a pas besoin d'un sondeur pour savoir ce qui s'est passé au Togo. Par rapport au fait qu'on tape dans l'État, je vous ai dit ici plusieurs fois que une dame, Madame Nachaba, a été frappée sérieusement à Mango. Elle a passé une semaine à la Croix-Rouge de Mango. C'est elle qui a fait à Nachaba son premier enfant. Elle a été forcément correctement frappée. Donc ça n'a épargné personne. Donc ce que Ferdinand dit ne surprend pas. Merci beaucoup. Et encore une fois, on n'a pas besoin de sondeurs, on n'a pas besoin de je ne sais pas quel alchimiste pour que on dise aux Togolais ce qu'ils ressentent. Donc ça, merci beaucoup Abi Alpha. Je rappelle que vous êtes le patron du journal Le Rendez-vous. Tchanewa Remiaou, le patron du journal La Nouvelle Opinion. Ferdinand Haïté, l'Alternative, et Fabrice Petezi, le libéral. Merci à vous de nous avoir suivis. Dia Prosper a assuré la coordination technique, appelez-moi Saint-Rigator. À lundi. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.